Bonsoir à toi, Alain. Bonsoir. Merci d'être venu ici pour présenter ton livre Paris colonial et anticolonial. Le plaisir est pour moi. Alors, avant qu'on commence cette présentation, j'aurais voulu dire quelques mots pour te présenter, pour t'introduire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Alain Ruscio, qui est une sommité quand même sur le travail colonial et anticolonial en France. Donc, Alain était un historien et un journaliste qui a été entre autres correspondant de l'Humanité au Vietnam et au Cambodge. Tu t'es également occupé du Centre d'information et de documentation sur le Vietnam contemporain. Et autour de ce travail-là, et pas uniquement de la question du Vietnam, mais en règle générale de la question coloniale et décoloniale, tu as écrit plusieurs livres, entre autres 2 livres sur Ho Chi Minh, une biographie, 2 ou même peut-être plus, une biographie entre autres, et une compilation des écrits inédits de Ho Chi Minh. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu le plaisir de se rencontrer. C'est vrai. Et donc, ce soir, tu nous présenteras un ouvrage que tu as coécrit avec Marcel Dorigny, qui s'appelle Paris colonial et anticolonial. Eh bien, merci Christophe. Bonsoir à tous. Donc, j'ai un peu l'habitude de parler des destinées d'un livre, de son point de départ. Et donc le point de départ, c'est un livre qui a mûri très longtemps, puisque le point de départ, je le situe en 2009. La mairie de Paris nous avait invités dans l'amphi de la ville pour présenter ce sujet un petit peu. Sauf qu'il s'agissait bien sûr d'une conférence qui durait 2 fois une demi-heure, Marcel Dorigny et moi. Et donc c'était un survol, ce qui est un genre tout à fait honorable, hein. Et puis en sortant de cette rencontre avec le public, on a eu un petit... je pense qu'on a dû aller boire un coup, une bonne tradition, et on s'est dit à un certain moment, mais si on en faisait un livre, avec évidemment la nécessité de travailler beaucoup, parce qu'on avait fait encore une fois que survoler les choses. Donc, Marcel et moi avons fait plein d'autres choses entre-temps, publié chacun des livres, dont un déjà ensemble aux éditions Cercle d'Art, où on avait fait... c'est moi qui avais écrit le livre et Marcel l'avait préfacé, sur les caricatures à l'époque coloniale. C'était une partie de plaisir, un petit peu, je dois dire. Bref. Et donc, on a continué à laisser mûrir les choses. Marcel Dorigny m'a fait un très mauvais coup, c'est-à-dire qu'il est décédé en 2021. Et donc, le livre était fort heureusement écrit à 85%, peut-être 90%. Évidemment, il s'agissait de le mener à son terme, ce qui n'a pas été très, très difficile. J'ai été aidé, je tiens à chaque fois à la saluer, par Marie-Odile Dorigny, qui était donc la veuve de Marcel, qui n'était pas historienne, mais qui était investie dans le projet et qui a continué également à le soutenir. Donc merci à elle. Et d'ailleurs, elle s'excuse ce soir, elle a des petits soucis de santé provisoires. Voilà. Donc, les caractéristiques de ce livre, je dirais que... Alors, je vais vous donner plusieurs bornes en quelque sorte pour bien voir comment nous avons travaillé. Donc à chaque fois je dirais nous, bien sûr. Alors d'abord il s'agit d'un livre sur Paris intramuros. Lorsque je suis venu voir mon éditeur Alain Joson qui est ici présent, il a levé les bras au ciel parce que le livre, est déjà d'une taille respectable, mais nous y avions inclus la banlieue. L'approche, ou même dans certains cas lointaine banlieue, lorsqu'il s'agissait de choses qui pouvaient avoir un lien avec notre sujet. Mais évidemment, le livre aurait fait le double en densité, et évidemment, du point de vue commercial, c'était pratiquement invendable. Ça serait devenu un gros livre de bibliothèque intéressant, mais sans plus. Donc, je suis obligé de la dire je ne m'interdis pas de faire un jour un livre sur la banlieue. En tout cas, parlons de Paris intramuros. Alors, le genre choisi, c'est une sorte de promenade. C'est une sorte de promenade. Vous connaissez peut-être l'expression d'un romancier peu connu, et hélas peu connu, qui s'appelle Léon-Paul Fargue, qui a écrit un livre qui s'appelle Le piéton de Paris.
Et Marcel et moi, et à certains moments Marie-Odile, à d'autres moments mon épouse ici présente, nous sommes transformés en piétons de Paris. En cherchant un petit peu les traces. Alors également en travaillant bien sûr en archives, travaillant sur la biographie existante, avec comme ambition donc de recenser, alors je ne vais pas vous dire tout, parce qu'il m'arrive assez souvent dans des débats que quelqu'un lève la main et dise mais vous avez oublié telle chose. Mais c'est la règle du jeu, ça, c'est presque normal d'oublier quelque chose. En tout cas, je ne sais pas si on peut dire tout, mais beaucoup de traces de l'histoire coloniale et esclavagiste. Mais j'ai oublié de dire que Marcel d'Origny était un spécialiste plus de la période précédente, c'est-à-dire 17e, 18e siècle, le traite négrière, le racisme, l'histoire coloniale à l'époque l'histoire esclavagiste, l'histoire raciste à l'époque esclavagiste. Et moi, je suis plus spécialiste de ce qu'on appelle la seconde colonisation, qui commence grosso modo avec la conquête d'Alger 1830 et qui se termine là aussi grosso modo avec la fin de la guerre d'Algérie, donc 1962. Ça fait déjà 132 ans d'histoire, ça suffit à mon bonheur. En tout cas, voilà, on a cherché et parfois découvert des choses que nous ignorions. Alors, bon, je peux vous citer plusieurs... ceux d'entre... Bon, je vais vous parler tout à l'heure du 14e plus précisément, mais par exemple dans le 19e arrondissement, il y a une avenue Laumière. Pour ceux qui fréquentent les Buttes-Chaumont, vous connaissez peut-être l'avenue Laumière. Eh bien l'avenue Laumière, moi c'est le quartier de mon enfance, je l'ai arpenté des centaines de fois dans ma jeunesse et dans mon adolescence, et je ne savais pas qui était Laumière, j'avais jamais eu la curiosité de le chercher. Et Laumière est un des généraux qui a participé à la guerre du Mexique. Parce que la France n'a pas seulement conquis les territoires que vous connaissez, qui sont dans tous les livres d'histoire, qui étaient naguère sur les cartes au mur des écoles. La France a donc les choses qui sont connues, les 3 pays du Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'Indochine, la Nouvelle-Calédonie, les îles, les Antilles, etc., Madagascar, etc., etc. Ça, c'est connu. Mais il y a également eu des expéditions avortées. Et je pense en particulier effectivement à la guerre du Mexique sous le Second Empire, qui était ouvertement une entreprise coloniale, sauf que celle-ci, en parlant poliment, c'est cassé la figure. Donc Laumière, c'est un des généraux qui est mort pendant la guerre du Mexique. Certains d'entre vous connaissent peut-être dans le 7e arrondissement la rue Clerc, C-L-E-R. Personne ne sait qui c'était. C'était un officier qui a fait la conquête de l'Algérie. Et qui est mort ensuite pendant la guerre de Crimée, donc, qui a succédé. Enfin voilà, le genre de choses que nous avons recensées. Nous avons recensé également des éléments de l'histoire coloniale et esclavagiste qui n'existent plus aujourd'hui. Alors là encore, pas d'exhaustivité, mais lorsqu'on avait connaissance d'un événement, on se disait mais où s'est-il déroulé, et même lorsqu'il n'y a plus aucune trace aujourd'hui dans le Paris du XXIe siècle, on a essayé de le recenser. Je vous donne un exemple très simple. Bon, vous connaissez tous la place des Victoires. Il y avait naguère à place des Victoires le club Massiac, qui était le lieu où se réunissaient les esclavagistes, les défenseurs, pendant la Révolution française, les défenseurs les plus acharnés du maintien de l'esclavage. Bon, le club Massiac, le bâtiment a été détruit et il n'existe plus, mais lorsqu'on pense, celui qui a ce bouquin à la main et qui passe place des Victoires, il peut se dire, ah bah tiens, c'était là, voilà. C'est une façon un petit peu de rappeler également l'ancienneté des choses. Alors, la constatation que nous avons faite, et sans doute ça ne va pas vous surprendre, c'est que l'histoire ultramarine et coloniale est omniprésente dans le paysage parisien. Omniprésente sous la forme des noms de rues, omniprésente sous la forme des statues. En général, on admet qu'il y a à Paris de l'ordre de 5000 axes et places. C'est le chiffre que les historiens retiennent. Je pense qu'à la mairie de Paris, ils doivent avoir une statistique plus précise. Mais en tout cas, partons sur le chiffre de 5000. Nous avons recensé, Marcel et moi, 290 noms
liés à l'histoire coloniale. 290 sur 5000, c'est quand même beaucoup. Ça, à la louche, ça fait combien? Ça fait du 5%, quelque chose comme ça. Un peu plus de 5%. Donc, vous voyez, c'est déjà important. Donc, il y a probablement des dizaines de milliers de Parisiens qui habitent dans des endroits qui sont liés, ils ne le savent pas toujours, mais j'espère que le bouquin leur permettra de le savoir, qui sont liés à l'histoire coloniale. Bon, bien sûr, il y a les axes très connus comme l'avenue Bugeaud, j'y viendrai tout à l'heure. Donc évidemment, les gens qui habitent l'avenue Bugeaud, en général, savent qui était ce sinistre sabreur. Mais bon, il y a des gens qui habitent, je reprends l'exemple de la rue Claire, sans savoir qui était cet officier. Alors, sur 290, 229 honorent des personnalités et 61 font des rappels de lieux liés à l'histoire coloniale. Alors, nous avons fait un relevé statistique. Et vous allez voir que c'est intéressant, ça dit beaucoup de choses sur la pérennité de l'esprit colonial en France. Sur les donc 229 noms de personnalités, il y a 76 militaires. Donc c'est vraiment la catégorie qui est la plus représentée parmi les personnalités honorées. Il y a 52 hommes politiques. Il y a 38 idéologues du parti colonial, idéologues, donc des gens qui ont écrit des livres, qui ont soutenu dans leurs travaux ou dans leurs discours, bon, bien sûr on pense à Jules Ferry, forcément, qui ont donc justifié l'implantation coloniale française. Il y a seulement 20 personnalités 20 personnalités liées à l'histoire de la santé, de l'amélioration de la santé, des toubibs, des chercheurs, etc. Vous voyez, 76 militaires, 20 médecins. Ça dit beaucoup de choses sur ce qu'a été la priorité finalement dans l'implantation coloniale et la priorité dans la mémoire, dans la perpétuation de la mémoire coloniale. Il y a à peu près une douzaine d'explorateurs, vous voyez, c'est quand même 5 ou 6 religieux, etc. etc. Donc là, je vous parle du bilan global. Jusqu'au mandat de Jean Tibéri, c'est-à-dire qui a succédé à Chirac. Enfin, vous savez que la mairie de Paris était accaparée, était le fait des partis de droite jusqu'à la chute jusqu'à la conquête par Bertrand Delanoë. Il n'y avait pratiquement jamais d'anticolonialistes ou d'éléments critiques qui étaient honorés par des axes de rue. L'arrivée de la gauche au pouvoir à Paris a changé un petit peu la donne. Je n'idéalise pas, je ne porte pas de jugement plus global sur la gestion de M. Delanoë et de Mme Hidalgo, mais bon, je constate qu'il y a eu une politique volontariste pour honorer un certain nombre d'autres. Alors donc, je vous cite entre autres, il y a dans le 20e un square Toussaint Louverture, héros de l'indépendance d'Haïti. Il y a, je ne sais plus, je crois que c'est place Alexandre Dumas, mais une statue, ce qu'on appelait la mulâtresse solitude. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous dit quelque chose, si c'est un nom qui vous dit quelque chose. La mulâtresse solitude était une femme, donc une esclave, qui a lutté contre l'esclavage, qui a participé à la lutte armée contre l'esclavage, qui a été faite prisonnière, et elle était enceinte, elle attendait un bébé. Et les esclavagistes ne faisaient absolument aucune pitié. Ils ont quand même attendu la naissance de l'enfant de la mulâtresse solitude et ils l'ont exécuté après, ils l'ont tué après. Enfin, ils l'ont condamné à mort après. Oui, mais ça, c'est des choses qui étaient du quotidien de l'histoire de l'esclavage. Il y a donc une place de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, qui est le héros de la lutte la lutte contre la conquête française, pas encore de l'indépendance bien sûr, qui était celui qui en 1832 a été élu par les tribus algériennes pour lutter contre la domination française et qui a combattu pendant 15 ans contre l'armée française. Il y a une place Bourguiba, il y a une place Senghor, une place Césaire, place ou rue, je vous dis ça
en vague. Une rue Édouard Glissant, donc le grand auteur antillais, une rue Katabi Yassine, le grand auteur algérien. Il y a également des Français anticolonialistes qui ont été honorés. Je pense à Madeleine Rébériou, je pense à Pierre Vidal-Naquet, je pense à Maurice Audin, je pense que c'est un nom que vous connaissez peut-être. Maurice Audin, qui était lui un militant communiste algérien, qui était un des Français qu'on appelait pied noir, si vous voulez, un des Français qui s'est engagé totalement en faveur de l'indépendance de l'Algérie, et qui a été arrêté par les parachutistes et qui a été assassiné par les parachutistes. Et aucun président de la République française n'a accepté de reconnaître cet assassinat, sauf Macron. Là aussi, je ne fais pas d'éloge particulier. Je constate que le président Macron était le premier qui a d'abord rendu visite à la veuve de Maurice Audin. Il est mort, il avait 23-24 ans, hein, donc il est mort très jeune. Il était assistant à la fac de mathématiques d'Alger. Enfin bref, il a été assassiné. Donc voilà, c'est le genre de choses qui ont été qui sont cités dans le livre. À chaque fois, bien sûr, il y a des notices. Oui, j'ai oublié de vous dire, le principe, c'est donc une promenade, arrondissement par arrondissement, du 1er au 20e. C'est pas la peine, on n'avait pas réinventé l'eau tiède. Hein. Donc du 1er arrondissement au 20e, et à chaque fois par nom de rue. Et lorsque une personnalité était citée, il y a à la fin un index biographique. Bon, alors par exemple, je vais vous donner un nom que tout le monde connaît, Jean Jaurès. Jean Jaurès qui lui a été un des rares socialistes d'avant 1914 à être contre la colonisation. Jean Jaurès, la notice biographique, bien sûr, il ne s'agit pas de faire à chaque fois, sinon le bouquin aurait été encore plus énorme. Il ne s'agit pas de rappeler toute la biographie de Jean Jaurès, mais il s'agit de sa biographie par rapport à la question coloniale. Et par exemple, Jaurès a dénoncé d'une façon très très dure et très très lucide la conquête du Maroc, puisque la conquête du Maroc est la dernière grande conquête de la Troisième République en 1912. Donc il y a des alors bon, je vous ai cité Jaurès, n'importe qui peut regarder sur internet, ou ceux qui regardent encore des dictionnaires peuvent chercher la biographie de Jaurès, donc on n'a rien inventé. Mais il y a des gens beaucoup moins connus dont la biographie est faite et qui permettent justement de savoir qui était qui. Alors je peux vous citer deux cas qui font un petit peu polémique. Alors le code de Colbert, et je vous dirai après notre sentiment, parce que là je peux dire l'épilogue porte sur les débaptisations des rues ou les déboulonnages des statues, on pourra en parler. En tout cas, le code Colbert. Alors, avant la polémique actuelle, Colbert était considéré comme un des grands commis de l'État, un des grands fondateurs de l'État, qui était un grand homme politique qui avait mis en place un petit peu les éléments de la structure étatique sous l'Ancien Régime. Alors, le code Colbert. Colbert a été accusé à juste titre d'être l'un des théoriciens, de ceux qui ont mis en place qui ont justifié l'esclavage par le Code noir. Alors, je vous dis tout de suite, Colbert n'est pas l'auteur du Code noir, puisque le Code noir date de 1685, et Colbert est mort en 1683, donc il pouvait pas en être. Mais il en a quand même été l'inspirateur, avec plein d'autres, mais en tout cas, c'est lui qui présidait sous la direction, bien sûr, de Louis XIV, qui dirigeait la France. Alors, avec Marcel d'Origny, c'est d'ailleurs plus la période que la mienne, on s'est interrogé. Oui, il faut dénoncer le Code noir, évidemment. Il faut dénoncer la justification de l'esclavage, mais le fait de porter les projecteurs seulement sur Colbert nous a paru un petit peu contestable. Ne serait-ce que parce qu'il y en a eu d'autres, beaucoup moins connus, mais ne serait-ce également parce que Colbert avait un patron qui s'appelait Louis XIV. À ma connaissance, Louis XIV n'a pas été égratigné, dénoncé
avec autant de force que Colbert. Vous avez peut-être vu que Colbert a beaucoup de statues, elles sont toutes recensées dans le bouquin, beaucoup de statues ou de représentations. Il y a un lycée Colbert, sur les bancs duquel j'ai usé mes fonds de culotte naguère, sans savoir qui était Colbert à l'époque. En tout cas, il y a un lycée Colbert, il y a un café Colbert, il y a une rue Colbert, et puis il y a des statues un petit peu partout. Devant l'Assemblée nationale, la statue de Colbert a été maculée d'encre rouge, avec le symbole du sang, si vous voulez. À juste titre. Mais personne n'a pensé à dénoncer Louis XIV. Et si on entre dans le cycle du déboulonnage, j'y reviendrai dans la conclusion, du déboulonnage des statues de Colbert, il faut déboulonner impérativement celle du patron. On peut critiquer et même vouer aux gémonies le premier commis, mais pourquoi ne rien dire sur Louis XIV? Or, Louis XIV, si on décide de déboulonner, je vous signale qu'à la statue de la place des Victoires, qui est immense, qui doit faire 2,50 m de haut, en 3 mètres. Faut déboulonner la statue sur le parvis du palais du château de Versailles. Bon, les touristes vont faire la tronche un petit peu. Donc, il y a une logique à acquérir. Alors, un autre exemple, cette fois-ci plus dans la période sur laquelle j'ai travaillé, l'exemple de Bugeaud. L'exemple du maréchal Bugeaud. Bugeaud a été un des pires conquérants de l'Algérie. La période de Bugeaud, il était gouverneur général de 1840 à 1847, donc 7 années, c'est énorme, pendant lesquelles la population algérienne a énormément souffert des razzias. Vous savez ce que sont les razzias? Les razzias, c'est l'armée française qui arrivait dans un village qui était soit suspect, soit tout simplement quand l'armée française avait besoin de se ravitailler, de prendre du grain par exemple, et la razzia c'était tout prendre, et en général ça passait également par l'élimination physique des habitants, le viol des femmes, c'était une chose hélas tout à fait fréquente. Donc Bugeaud a associé son nom à ça. Mais il y en a eu bien d'autres. Il y a à Paris une rue Lamoricière que personne ne connaît, et Lamoricière était sans doute un criminel aussi sanguinaire que Bugeaud. Il y a à Paris une rue Négrier. Alors c'est un nom propre, hein. C'est pas un négrier avec un minuscule, hein. C'est le général Négrier qui a participé à la conquête de l'Algérie. On a des sources très précises sur les exécutions sommaires faites par le général Négrier. Donc, oui, j'ai sous les yeux d'ailleurs une citation de Victor Hugo qui notait, vous savez, peut-être dans ses carnets, en dehors des romans, des poésies, des pièces de théâtre qu'il a écrites, il avait également des carnets, et on a retrouvé ces carnets, on l'a publié. Et Victor Hugo parlait des atrocités du général Négrier. Donc vous voyez, et la liste est longue. Le bien nommé. Et on pourrait parler de plein d'autres. Bon, la conquête de l'Indochine, par exemple. Si vous remontez le boulevard Saint-Michel, et que vous arrivez tout à fait à le quartier qu'on appelle le Port-Royal, il y a une statue de Francis Garnier. Alors là aussi, je suis sûr, on fera un micro-trottoir devant la statue de Francis Garnier, personne ne le connaît. Et pourtant, c'est une statue c'est un bronze qui fait là aussi 2,50 m de haut, hein. Francis Garnier, c'est le conquérant du Tonkin. Le Tonkin, c'était le nord du Vietnam, et c'est lui qui, en quelque sorte, a ouvert les portes du Vietnam à l'armée française. Donc c'est 1873, je crois. Et la guerre d'Indochine s'est terminée en 1975. Pendant 102 ans, à cause de cet acte inaugural, à cause de ça, l'armée française et ensuite l'armée américaine ont fait subir les 1000 maux au peuple vietnamien et au peuple cambodgien et au peuple laotien d'ailleurs en même temps. Donc voilà, là aussi j'imagine que si un descendant de
Vietnamien aujourd'hui passe devant la statue de Francis Garnier et s'il sait de qui il s'agit, il aura peut-être un petit peu d'urticaire. Bon, j'ai parlé beaucoup des militaires. On peut citer des hommes politiques. Jules Ferry. Jules Ferry, c'est une des plus grandes avenues et des plus longues avenues de Paris. Alors Jules Ferry, quand on était à l'école, on nous apprenait que c'était le père de l'école laïque, gratuite et obligatoire. Hein. Donc, grand bien lui fasse, et c'est vrai. Bon. Mais Jules Ferry, c'est également l'homme qui a été à l'origine de la conquête du Tonkin, à l'origine de la conquête de la Tunisie. Et Jules Ferry a été le premier homme politique français qui a osé utiliser à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai la date précise si vous la souhaitez, l'expression de race inférieure et de race supérieure. Jules Ferry a dit c'est la mission de la France d'aller porter la civilisation chez des races inférieures. Et donc, alors, beaucoup d'hommes le pensaient. Lui, il l'a dit à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est dans le journal officiel. Ça, c'est pas. Je n'invente rien. Donc, alors, est-ce qu'il faut débaptiser l'avenue Jules Ferry, ou c'est un boulevard d'ailleurs. Est-ce qu'il faut débaptiser le boulevard Jules Ferry? Ça peut être l'objet d'un débat. Mais à ce moment-là, la liste va être longue et la ville de Paris va avoir pas mal de boulot de débaptiser pas mal d'autres. Alors, les noms de lieux. Il y a à Paris une rue de Laghouat. L-A-G-H-O-U-A-T, en Algérie. Les gens qui habitent rue de Laghouat, je ne sais pas s'ils ont eu la curiosité de savoir de quoi il s'agissait. C'est un des plus grands massacres de l'histoire de la conquête de l'Algérie. 1852, l'armée française utilisa des bombes à base de chloroforme. C'est pratiquement les inventeurs de la guerre chimique, d'un certain point de vue. C'est une forme de guerre chimique du 19e siècle. La ville a été littéralement rasée. Je continue le Mexique. Il y a à Paris une rue de Puebla. Je crois d'ailleurs c'est une toute petite rue du 19e arrondissement. La rue de Puebla, c'est une référence là aussi à la guerre du Mexique. Où l'armée française s'est comportée là aussi d'une façon absolument abominable. Et de nouveau, Victor Hugo, il a écrit autre chose aussi, mais enfin, dans ce cas précis, Victor Hugo s'est adressé aux hommes de Puebla, donc aux habitants de Puebla, donc aux Mexicains qui luttaient contre l'armée française, et il a dit la chose suivante, il a proclamé la chose suivante: vous avez raison de croire que je suis avec vous. Ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'Empire. Vous voyez, d'un certain point de vue, c'est un petit peu un précurseur d'anticolonialistes du XXe siècle, de gens qu'on a traités d'anti-français alors qu'ils étaient anticolonialistes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les gens qui dénonçaient la guerre d'Indochine ou les gens qui dénonçaient la guerre d'Algérie, où la France a trempé les mains dans le sang, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ces gens-là étaient finalement ceux qui défendaient le mieux les intérêts à long terme de la France et évidemment des peuples colonisés. Voilà, donc j'en arrive donc à la conclusion sur les déboulonnages, avec Marcel Dorigny, et on n'est vraiment pas les seuls. Il y a plusieurs écoles chez les historiens, il y a des gens qui sont partisans de déboulonner les statues. Nous, on est plutôt partisans de faire un travail pédagogique, c'est-à-dire de dire, de plaider auprès des autorités municipales le fait d'apposer une plaque explicative. Disant, je vous reprends l'exemple de Bugeaud, par exemple. Alors, il y a quand même une exception, j'aurais dû vous le dire avant. La mairie de Paris a décidé de débaptiser l'avenue Bugeaud. Donc ça va se faire au mois d'août prochain. Bugeaud, l'avenue Bugeaud. Donc au mois d'août prochain, il va y avoir Hubert Germain, c'est un résistant. Donc voilà un exemple, mais c'est un exemple unique. Pour les autres, donc, on est plutôt partisan de mettre justement des plaques explicatives. Regardez par exemple la statue de Gallieni. Elle est en face de l'école militaire, derrière les Invalides. La statue de Gallieni, c'est vraiment l'homme blanc
l'homme blanc machiste qui domine. Il est sur un socle et il est soutenu par quatre femmes, quatre cariatides, qui l'une est une vietnamienne, on reconnaît facilement avec le costume. L'autre est une maghrébine, on ne peut pas dire exactement. Et, non, je reprends. La première est vietnamienne, la seconde est malgache, pardon, autant pour moi, et la troisième est africaine. Et la quatrième, c'est la ville de Paris. Donc quand même, parce que Gallieni était à la tête de la résistance au moment de 1914, quand l'armée allemande est arrivée aux portes de Paris. Donc, mais il y a quand même, vous voyez, l'homme blanc qui est dans sa magnifique tenue de militaire qui regarde, et il est soutenu par quatre femmes. Vous voyez toute la symbolique. Là, il y a la supériorité raciale, la supériorité entre guillemets, hein, la supériorité machiste. Toujours entre guillemets. Donc voilà. Moi, si on me fait l'honneur de me demander de rédiger la notice sur Gallieni, bah, je dirais ce que je suis en train de vous dire et je dirais à quelle campagne colonial, il a participé, il en a fait beaucoup. Même chose pour Lyotet, même chose, etc., etc. Donc il y a un vrai travail pédagogique à faire. Et un autre exemple, le musée de l'immigration aujourd'hui. Bon, il est Porte Dorée, hein, vous connaissez le musée de l'immigration. C'est l'ancien palais des colonies. Bon, si vous circulez autour du palais du musée de l'immigration, il n'y a que des représentations colonialistes, avec vraiment l'esprit de l'époque. Hein, c'est 1931 l'expo, donc ça fait même pas un siècle. Hein, c'est pas si vieux que ça. C'est nos grands-parents qui y étaient. Hein. Eh ben, on représente d'abord, c'est la nature. Alors dans la nature, il y a les animaux, les végétaux et les hommes. Mais quels hommes? Les colonisés. Les femmes africaines sont presque toujours représentées nues, enfin en tout cas la poitrine dénudée. Ils sont toujours près de la nature, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une sorte de magma. Et donc là, c'est une œuvre monumentale. Je crois que c'est la plus grande fresque peut-être d'Europe. J'avais lu ça, ou en tout cas de France, en superficie, je parle. Hein. Donc, si on veut attaquer tout ça au burin, d'abord, ça fera du boulot, et deuxièmement, on perdra l'occasion, à mon avis, déboulonner ou détruire, c'est perdre l'occasion de faire un vrai travail d'explication auprès des populations et en particulier auprès des jeunes. Si un institut emmène ses élèves devant l'ancien palais des colonies, il dira voilà ce que pensaient nos grands-parents. Il ne s'agit pas de les critiquer. Hein, c'est facile aujourd'hui, en 2024, d'être antiraciste. En 1931, au moment de l'expo coloniale, l'immense majorité des Français étaient tranquillement racistes. Il faut regarder cette chose-là en face. Et donc il ne s'agit pas de dire c'était des salauds ni des abrutis, mais il faut avoir ça en tête pour comprendre d'où on vient. Et en même temps, ça permet de comprendre un certain nombre de choses sur la France d'aujourd'hui, y compris la résurgence du racisme, le fait que un certain parti politique caracole en tête des sondages, etc. Donc, on est les héritiers de tout ça. Voilà, ça sera ma conclusion. Est-ce qu'il y a des questions Alors, que tu veux en poser? Non, mais je vais d'abord laisser la parole au public. Si certains d'entre vous ont des questions. Oui, là je veux parler des plaques de rue. Oui. De plus en plus maintenant, il y a en dessous de chaque personnalité leur fonction. Et je voudrais savoir si justement les fonctions des colonisateurs on met simplement officier de l'armée ou voilà, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce qu'on reste vague ou est-ce qu'on ne met rien du tout? Parce que
Parce que j'ai remarqué que quelques plaques ne portaient aucune dénomination. La grande majorité des plaques. Hein. La grande majorité des plaques. Bon, bah, moi, je suis pas candidat à la mairie de Paris, donc je peux pas vous répondre. Et j'ai aucun pouvoir. Je ne suis qu'un historien parmi d'autres. Hein, donc, je peux effectivement, grâce à ça, grâce aux rencontres qu'on a comme celle-ci, essayer de faire pression. Comme j'ai dit tout à l'heure, la mairie de Paris aujourd'hui a quand même l'oreille plus attentive à ce genre de revendications. Donc, j'espère qu'un jour ou l'autre, je ne suis pas le seul, hein, il y a beaucoup de collègues qui font la même chose, j'espère qu'un jour ou l'autre, on réussira à emporter l'adhésion. Il y a eu des exemples, si vous allez à Marseille, par exemple, vous descendez le grand escalier de la gare Saint-Charles. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cet endroit-là. La gare Saint-Charles, donc c'est la gare centrale de Marseille, et de part et d'autre, il y a des femmes allongées. Encore une fois, l'Africaine est quasi nue, et il y a une Vietnamienne qui est habillée en costume national. Et donc, Marseille, c'est une ville très coloniale. C'est de là que partaient les bateaux en direction soit pour la conquête, soit pour le tourisme, soit les colons qui partaient de Marseille. Bon. Donc à Marseille, il y a une association qui a réussi à imposer à la mairie, je ne sais pas en tout cas, qui a négocié avec la mairie pour faire des plaques explicatives. À Périgueux, qui était le fief de Bugeaud justement, il y a une très grande statue de Bugeaud. Et donc la nouvelle municipalité, c'est une municipalité dirigée par une femme, je crois, écologiste, a accepté de faire avec une cérémonie officielle le dévoilement d'une plaque qui explique qui était Bugeaud. Et donc là, ils n'ont pas fait de cadeau. Hein, c'était vraiment... c'est un collègue qui a rédigé le texte. On explique vraiment qui était Bugeaud. Mais la statue n'a pas été déboulonnée. Donc... pour répondre à votre question, nous, on est vraiment partisans de faire de faire effectivement des notices explicatives, soit sur le socle des statues, soit lorsqu'il y a une plaque. Par exemple, si vous allez dans le quartier du musée, l'ex-musée des colonies, justement, dont j'ai parlé, dans le 12e, il y a une rue du général Lapérine. Lapérine, c'était un des officiers au XXe siècle de l'entre-deux-guerres. Et en dessous, c'est marqué « Pacificateur du Sahara ». Aujourd'hui encore, on est en 2024, j'ai vérifié il y a quelques semaines, c'est toujours marqué « Pacificateur du Sahara ». Donc on l'a fait la remarque, là, par contre, à la mairie de Paris. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Pacificateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui sont arrivés les armes à la main, ils ne pacifiaient pas, ils tuaient. Et lorsque les indigènes avaient indigènes avec les guillemets, avaient le malheur de vouloir résister, il y avait des massacres de masse jusqu'au moment où le drapeau français glorieusement flottait. Donc voilà. Moi, c'était une question vis-à-vis de simplement mais vous l'avez dit certainement au début, parce que j'arrive en retard sur la mairie de Paris, sur l'accueil des propositions qui sont faites. Parce que moi, je suis en stage au sein du cabinet de la maire, donc si je peux aider à ce que les revendications se passent un petit peu plus facilement, simplement savoir à qui vous vous adressez pour ce genre de changement, parce que je sais que ça tient à cœur à la maire, ce genre de choses, et qu'il y a déjà des choses qui sont faites, pas qu'à Paris d'ailleurs, donc à qui vous vous adressez? Si ça prend trop de temps, peut-être que... écoutez, on va rester en contact. Écoutez, moi je l'ai... ma première, il se trouve que c'était deux femmes qui se sont succédées à ce poste. Donc ma première interlocutrice était Madame Catherine Vieux-Charrier, qui était à l'époque adjointe au maire aux questions du monde combattant, de la mémoire, et bon, je ne sais plus, il y a un troisième poste. Et actuellement, c'est Madame Laurence Patrice, qui est également une maire adjointe de Madame Hidalgo. Et bon, en tout cas, ils ont eu le livre. Encore une fois, j'avais été invité même à l'amphithéâtre de la ville de Paris pour présenter le pré-projet. Bon, je pense qu'il y aura également quelque chose de plus officiel à la mairie de Paris. Et alors dans le 14e, il y a, comme dans tous les autres arrondissements, il y a plusieurs lieux. Alors par exemple, est-ce que vous savez qui était, alors je vais avec mon accent, qui était Nguyen Quoc Anh? Non, personne. Alors Nguyen Quoc Anh était un Vietnamien qui a participé à la résistance française.
c'est un militant communiste. Il vivait en France. Hein. Il était professeur de français. Quoi, il y avait quand même des gens qui passaient à travers les mailles de la sélection coloniale. Il était prof de français. Et il a participé à la résistance. Il a été arrêté par la police française en même temps que Guy Moquet, que Jean-Pierre Timbaud. Il n'a pas de rue. Il n'a pas de rue dans Paris, contrairement à Jean-Pierre Timbaud ou Guy Moquet ou d'autres. Et donc, dans le 14e, c'est avenue de la Porte-Brancion numéro 6, si vous voulez la précision. Il y a une plaque qui lui est dédiée, bon, qui rappelle quand même, il avait vécu là, et c'est là qu'il a été arrêté par la police. Bon, alors il y a d'autres... par exemple, voilà un exemple de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Au numéro 8 de la rue Cels, je ne sais pas où elle est, mais enfin vous êtes du 14e, vous devez pouvoir me dire, était le siège de la Revue Noire. La Revue Noire, c'était une revue qui avait été faite par des Noirs vivant en France, des Africains et des Antillais qui étaient ensemble, pour justement exalter la culture africaine, la culture antillaise, pour montrer aux Français moyens que cette culture existait, et contrairement à ce que disaient les racistes. Alors voilà le genre de choses qu'on peut retrouver. Il y a une rue de la Légion étrangère. La Légion étrangère a été créée en 1831. La conquête de l'Algérie commence en 1830. C'est pas tout à fait une coïncidence. Hein. Il y a une rue de Médéa qui parle d'une bataille de la conquête de l'Algérie. Voilà. Alors il y en a plein d'autres. Hein. Il y a une rue Victor Schœlcher, justement. Il y a l'endroit où a vécu Simone de Beauvoir, parce qu'on a également essayé de traquer des lieux où ont vécu des personnalités qui ont associé leur nom à la dénonciation du colonialisme. C'est le cas de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, par exemple. Je suis très sensible aux plaques parisiennes, pas seulement parce que je suis né à Paris il y a 71 ans, mais surtout parce que, à cause de l'endroit où nous sommes ici même, nous sommes rue Raymond-Losserand. Alors évidemment, oui, tu n'en parles pas parce que c'est pas le thème de ton, bien sûr, de ton livre, mais rue Raymond-Losserand, c'était quand même le chef des FTP parisiens, liquidé pas loin rue Ballard pendant l'occupation. Et juste derrière, nous avons la place Marcel Paul, oui. Dont les camarades se souviennent très bien qui c'est. Je suis très sensible à ça, mais je suis obligé de le raconter, de le faire découvrir à quasiment tous les gens du quartier, et pas seulement les jeunes générations, je dirais tout le monde. Tu vas dans le sens... Vous allez regarder, lever la tête, qui c'est. Alors, ils ont marqué depuis peu, pour Raymond-Losserand, fusillé par les nazis à Ballard. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est te dire à quel point je suis sensible aux aspects historiques et à ce qui nous rappelle, mais pas du tout à la symbolique, cucul la praline. Je ne vais pas relancer ce débat-là, mais c'est pour dire que, très dialectiquement, je ne néglige pas les aspects historiques de la chose et ce qu'ils peuvent nous apporter. Parce que la rue Raymond-Losserand, on devait faire d'ailleurs une soirée ici, mais malheureusement le dernier survivant du commando est décédé, il avait près de 100 ans, est la première rue de Paris qui a été rebaptisée du nom d'un résistant. Et pourquoi ? Parce qu'ils l'ont fait quasiment le soir même de la mort de Raymond-Losserand. Ils sont passés dans la rue, il y avait la Gestapo et la milice, hein. C'était la rue de Vanves, ils ont gommé rue de Vanves et ils ont mis rue Raymond-Losserand. Ah oui, c'est très beau ça. Et c'est un cas unique, évidemment. Et nous sommes ici même. Donc c'est te dire que ça m'intéresse, les aspects historiques et tout ce que ça charrie de connaissances de notre passé sont très importants. Voilà. Voilà. Bon. Estamos estampillas. Élevé dans un village nourricier de la Sarthe, Marcel Paul est placé dès 13 ans dans des fermes où il est employé comme ouvrier agricole. Durant la Première Guerre mondiale, l'assistance publique l'envoie dans la marine où il apprend le métier d'électricien. Déjà attiré par le socialisme, il découvre le syndicalisme après sa démobilisation en 1922.
travaille alors dans l'Aisne, sur les chantiers de reconstruction d'une région dévastée par la guerre, et adhère à la CGTU, puis rapidement au Parti communiste. En 1923, à Paris, il entre à la Compagnie parisienne d'électricité qu'il affecte à la centrale de Saint-Ouen, puis dans la distribution comme contrôleur de compteurs à l'éclairage public. Sensible aux problèmes de l'enfance malheureuse, par sa propre expérience d'enfant abandonné, il prend ses premières responsabilités au sein de l'Avenir social, l'orphelinat ouvrier de la CGTU. Marcel Paul prend des responsabilités au sein du syndicat des producteurs d'énergie, puis comme dirigeant de la fédération CGTU de l'éclairage et des services publics à partir de 1931. Il promeut un syndicalisme à base multiple, intégrant pleinement les œuvres sociales. À cette époque, comme responsable de l'intersyndicale des services publics de la région parisienne, il développe cette vision originale avec la création d'un dispensaire, d'une coopérative d'achat et d'un service d'aide juridique. Dans le contexte du Front populaire, il participe activement à la réunification des confédérations CGT et CGTU et devient en 1936 secrétaire de la nouvelle fédération CGT de l'éclairage. Il s'engage également dans la lutte pour un statut commun à tous les personnels des sociétés électriques de la région parisienne. Les grèves de juin 1936 offrent alors un premier aboutissement avec ce statut unique des électriciens parisiens. En 1938, il accompagne également la création du Groupement national des cadres, un des premiers syndicats de cadres affiliés à la CGT, qui donne durablement sa spécificité à la Fédération de l'éclairage. Tout au long de ces années, Marcel Paul milite également sur le plan politique au sein du Parti communiste. Régulièrement consulté par Maurice Thorez sur les questions économiques et énergétiques, il est conseiller municipal de Paris de 1935 à 1938. La même année, il œuvre pour obtenir du gouvernement Daladier la mise en place d'une ligne à haute tension pour alimenter les usines d'armement de la République espagnole en lutte contre Franco. Partout en Europe, les fascistes et les nazis font déjà résonner les bruits de bottes de leurs armées et allument les incendies qui vont déclencher la Seconde Guerre mondiale. Mobilisé en 1939, repéré comme syndicaliste et militant communiste, Marcel Paul est mis aux arrêts de rigueur, puis affecté à la tâche dangereuse de la pause et du désamorçage des mines. Fait prisonnier en 1940, il s'évade et devient rapidement responsable du Parti communiste clandestin en Bretagne. Revenu à Paris en janvier 1941, il prend part à la direction des comités populaires clandestins, qui luttent sur les marchés contre les pénuries de ravitaillement et organisent la solidarité. Il participe également à l'organisation spéciale, qui mène l'action armée contre les nazis. Il organise ainsi un attentat contre un train allemand. Arrêté en novembre 1941, Marcel Paul est torturé et enfermé à la prison de la Santé dans des conditions particulièrement atroces. Envoyé à Fontevraud, Blois et finalement au camp de Compiègne, il met en place l'action clandestine et la solidarité. Il tente en vain plusieurs évasions. En avril 1944, il est déporté au camp d'Auschwitz, puis à celui de Buchenwald. En avril 1945, il est l'un des responsables politiques de la libération de Buchenwald, seul camp libéré par ses détenus. Rentré à Paris avec d'autres personnalités, il revient aussitôt à Buchenwald pour organiser le rapatriement des survivants, laissés sans soin dans une Allemagne sous les décombres. À la Libération, Marcel Paul acquiert la stature d'un homme d'État.
Membre de l'Assemblée consultative provisoire, puis député de la Haute-Vienne, il s'attelle aussitôt au projet de nationalisation des industries électriques et gazières, prévu par le programme du Conseil national de la Résistance. Son expérience syndicale, son rôle dans la résistance et son statut de déporté le rendent incontournable. Le 19 novembre 1945, Marcel Paul est nommé ministre de la Production industrielle. Face aux enjeux de la reconstruction d'un pays ravagé par la guerre, il mène à bien la nationalisation des industries électriques et gazières et la création des Charbonnages de France en 1946, développant ainsi un immense service public de l'énergie. Ces combats syndicaux trouvent également leur aboutissement avec l'élaboration du statut national des personnels. Après son départ du gouvernement en décembre 1946, Marcel Paul se consacre à nouveau au syndicalisme. Militant fidèle du Parti communiste, membre du comité central à partir de 1945, il ne sera jamais totalement à son aise en politique. Tout comme il avait rapidement cédé son siège de conseiller de Paris avant-guerre, il renonce à l'activité parlementaire en 1947. De même, il n'apparaît jamais au premier plan dans la vie confédérale de la CGT, soucieux avant tout de militer au sein de sa corporation et de sa fédération de l'éclairage. Les deux grandes industries de l'électricité et du gaz se battent pour assurer la vie du pays. En 1947, est créé le Conseil central des œuvres sociales, le CCOS. La popularité de Marcel Paul parmi les électriciens et gaziers le porte naturellement à la présidence du CCOS lors des premières élections. En quelques années, se développe un vaste système d'œuvres sociales chargé d'améliorer le bien-être des personnels et de leurs familles. Cette organisation, unique par son ampleur et par sa gestion, est assurée par les salariés eux-mêmes et leurs représentants. Au-delà des combats syndicaux, à partir de 1954, les événements sont aussi marqués par la guerre d'Algérie. Ces prises de position contre la torture ou en faveur des syndicalistes internés en Algérie valent à Marcel Paul menaces de mort et tentatives d'attentat de la part de l'OAS. Jusqu'au début des années 60, Marcel Paul marque d'un poids considérable l'action et la vie de la fédération CGT par toute l'intensité et la rigueur de ses engagements. En 1962, plus que jamais attentif à l'évolution d'EDF et de GDF, il accepte le titre de président d'honneur de la Fédération de l'éclairage. Mais une autre tâche tout aussi ardente l'occupe. Il se consacre désormais à la mémoire de la déportation, en devenant président de la FNDIRP qu'il avait contribué à créer en 1946. À son décès en 1982, les hommages ne dépassent guère le monde militant.